Coucou tout le monde, ici ASMR Zoé. J'espère que vous allez bien mes amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre lecture. Poil de carotte. Poil de carotte. Voilà, on va essayer d'avancer. C'est parti. Je m'installe et on y va. Donc, chapitre suivant, l'époux. Dès que grand frère Félix et Poil de Carotte arrivent de l'institution Saint-Marc, Madame Lepic leur fait prendre un bain de pied. Ils en ont besoin depuis 3 mois, car jamais on ne les lave à la pension. D'ailleurs, aucun article du prospectus ne prévoit le cas. « Comme les tiens doivent être noirs, mon pauvre Poil de Carotte, dit Madame Lepic. Elle devine juste. Ceux de Poil de Carotte sont toujours plus noirs que ceux de grand frère Félix. Et pourquoi ? Tous deux vivent côte à côte, du même régime, dans le même air. Certes, au bout de 3 mois, grand frère Félix ne peut montrer pied blanc, mais Poil de Carotte, de son propre aveu, ne reconnaît plus les siens. Honteux, il les plonge dans l'eau avec l'habileté d'un escamoteur. On ne les voit pas sortir des chaussettes et se mêler aux pieds de grand frère Félix, qui occupe déjà tout le fond du baquet, et bientôt une couche de crasse s'étend comme un linge sur ces 4 horreurs. Monsieur Lepic se promène, selon sa coutume, d'une fenêtre à l'autre. Il relit les bulletins trimestriels de ses fils, surtout les notes écrites par monsieur le proviseur lui-même, celle de grand frère Félix, étourdi mais intelligent, arrivera, et celle de Poil de Carotte se distingue dès qu'il veut, mais ne veut pas toujours. L'idée que Poil de Carotte est quelquefois distingué amuse la famille. En ce moment, les bras croisés sur ses genoux, il laisse ses pieds trempés et se gonfler d'aise. Il se sent examiné. On le trouve plutôt enlaidi sous ses cheveux trop longs et d'un rouge sombre. Monsieur Lepic, hostile aux effusions, ne témoigne sa joie de le revoir qu'en le taquinant. À l'aller, il lui détache une chiquenaude sur l'oreille. Au retour, il le pousse du coude et Poil de Carotte rit de bon cœur. Enfin, monsieur Lepic lui passe la main dans les bourraquins, se fait crépiter ses ongles comme s'il voulait tuer des poux. C'est sa plaisanterie favorite. Or, du premier coup, il en tue un. « Ah, bien visé, dit-il, je n'ai pas manqué. » Et tandis qu'un peu dégoûté, il s'essuie à la chevelure de Poil de Carotte, Madame Lepic lève les bras au ciel. « Je m'en doutais, dit-elle accablée. Mon Dieu, nous sommes propres. Ernestine, cours chercher une cuvette, ma fille. Voilà de la besogne pour toi. » Sœur Ernestine apporte une cuvette, un pagne fin, du vinaigre dans une soucoupe, et la chasse commence. « Peigne-moi d'abord, crie grand frère Félix. Je suis sûre qu'il m'en a donné. » Il se racle furieusement la tête avec les doigts et demande un seau d'eau pour tout noyer. « Calme-toi, Félix, dit sœur Ernestine qui aime se dévouer. Je ne te ferai pas de mal. » Elle lui met une serviette autour du cou et montre une adresse, une patience de maman. Elle écarte les cheveux d'une main, tient délicatement le peigne de l'autre, et elle cherche sans moue dédaigneuse, sans peur d'attraper des habitants. Oh, excusez, mais... Quand elle dit un de plus, grand frère Félix trépigne dans le baquet et menace du poing Poil de Carotte qui, silencieux, attend son tour. « C'est fini pour toi, Félix, dit sœur Ernestine. Tu n'en avais que 7 ou 8. Compte-les. On comptera ceux de Poil de Carotte. » Au premier coup de peigne,
Poil de Carotte obtient l'avantage. Sœur Ernestine croit qu'elle est tombée sur le nid, mais elle n'a que ramassé au hasard dans une fourmilière. On entoure Poil de Carotte. Sœur Ernestine s'applique. Monsieur le Pic, les mains derrière le dos, suit le travail comme un étranger curieux. Madame le Pic pousse des exclamations plaintives. « Oh, oh, dit-elle, il faudrait une pelle et un râteau. » Grand frère Félix, accroupi, remue la cuvette et reçoit les poux. Ils tombent enveloppés de pellicule. On distingue l'agitation de leurs pattes menues comme des cils coupés. Ils obéissent au roulis de la cuvette et rapidement, le vinaigre les fait mourir. Gratter partout. Vraiment, Poil de Carotte, nous ne te comprenons plus. À ton âge, et grand garçon, tu devrais rougir. Je te passe tes pieds que peut-être tu ne vois qu'ici. Mais les poux te mangent, et tu ne réclames ni la bienveillance de tes maîtres, ni les soins de ta famille. Explique-nous, je te prie, quel plaisir tu éprouves à te laisser ainsi dévorer tout vif. Il y a du sang dans ta tignasse. C'est le peigne qui m'égratigne. Ah, c'est le peigne. Voilà comme tu remercies ta sœur. Tu l'entends, Ernestine? Monsieur Délicat se plaint de sa coiffeuse. Je te conseille, ma fille, d'abandonner tout de suite ce martyre, volontaire à sa vermine. J'ai fini pour aujourd'hui, maman. J'ai seulement ôté le plus gros et je ferai demain une seconde tournée. Mais j'en connais une qui se parfumera d'eau de Cologne. Quant à toi, Poil de Carotte, emporte ta cuvette et va l'exposer sur le mur du jardin. Il faut que tout le village défile devant pour ta confusion. Poil de Carotte prend la cuvette et sort, et l'ayant déposée au soleil, il monte la garde près d'elle. C'est la vieille Marie Nanette qui s'approche la première. Chaque fois qu'elle rencontre Poil de Carotte, elle s'arrête, l'observe de ses petits yeux myopes et malins et mouvants. Son bonnet noir semble deviner des choses. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-elle. Poil de Carotte ne répond rien. Elle se penche sur la cuvette. « C'est-il des lentilles ? Ma foi, je n'y vois plus clair. Mon garçon Pierre devrait bien m'acheter une paire de lunettes. » Du doigt, elle touche comme afin de goûter. Décidément, elle ne comprend pas. « Et toi, que fais-tu là, boudeur et les yeux troubles ? Je parie qu'on t'a grondé et mis en pénitence. Écoute, je ne suis pas ta grand-maman, mais je pense ce que je pense, et je te plains, mon pauvre petit, car j'imagine qu'il te rende la vie dure. » Poil de Carotte s'assure d'un coup d'œil que sa mère ne peut l'entendre, et il dit à la vieille Marie Nanette: « Et après ? Est-ce que ça vous regarde ? Mêlez-vous donc de vos affaires, et laissez-moi tranquille. » Chapitre suivant, comme Brutus. Poil de Carotte, tu n'as pas travaillé l'année dernière comme j'espérais. Tes bulletins disent que tu pourrais beaucoup mieux faire. Tu rêvasses, tu lis des livres défendus. Doué d'une excellente mémoire, tu obtiens d'assez bonnes notes de leçons et tu négliges tes devoirs. Poil de Carotte, il faut songer à devenir sérieux. Compte sur moi, papa. Je t'accorde que je me suis un peu laissé aller l'année dernière. Cette fois, je me sens la bonne volonté de bûcher ferme. Je ne te promets pas d'être le premier de ma classe en tout. Essaye quand même. Non, papa, tu m'en demandes trop. Je ne réussirai ni en géographie, ni en allemand, ni en physique et chimie, où les plus forts sont 2 ou 3 types nuls pour le reste et qui ne font que ça. Impossible de les dégoter. Mais je veux, écoute mon papa, je veux en composition française bientôt tenir la corde et la garder, et si malgré mes efforts elle m'échappe, du moins je n'aurai rien à me reprocher et je pourrai m'écrier fièrement comme Brutus: « Oh vertu, tu n'es qu'un nom. » Ah, mon garçon, je crois que tu les manieras. Qu'est-ce qu'il dit, papa ? Moi, je n'ai pas entendu. Moi non plus. Répète voir, Poil de Carotte. Oh, rien, maman. Comment ? Tu ne disais rien et tu pérorais si fort, rouge et le poing menaçant le ciel, que ta voix portait jusqu'au bout du village. Répète cette phrase, afin que tout le monde en profite. Ce n'est pas la peine, va, maman.
Si, tu parlais de quelqu'un. De qui parlais-tu? Tu ne le connais pas, maman. Raison de plus. D'abord ménage ton esprit, s'il te plaît, et obéis. Eh bien, maman, nous causions avec mon papa qui me donnait des conseils d'amis. Et par hasard, je ne sais quelle idée m'est venue, pour le remercier de prendre l'engagement, comme ce Romain qu'on appelait Brutus, d'invoquer la vertu. Turlututu, tu barbotes. Je te prie de répéter, sans y changer un mot, et sur le même ton, ta phrase de tout à l'heure. Il me semble que je ne te demande pas le Pérou, et que tu veux bien faire ça et que tu peux bien faire ça pour ta mère. Veux-tu que je répète, moi, maman? Non. Lui le premier, toi ensuite, et nous comparons. Allez, poil de carotte, dépêchez. Il balbutie d'une voix pleurarde. Vertu, tu n'es qu'un nom? Je désespère. On ne peut rien tirer de ce gamin. Il se laisserait rouer de coups, plutôt que d'être agréable. Tiens, maman, voilà comme il a dit. Il roule les yeux et lance des regards de défi. Si je ne suis pas premier en composition française, il gonfle ses joues et frappe du pied. Je m'écrierai comme Brutus. Il lève les bras au plafond. Oh, vertu! Il les laisse retomber sur ses cuisses. Tu n'es qu'un nom. Voilà, comme il a dit. Bravo, superbe, je te félicite. Poil de carotte, et je déplore d'autant plus ton entêtement qu'une imitation ne vaut jamais l'original. Mais, poil de carotte, est-ce bien Brutus qui a dit ça? Ne serait-ce pas Caton? Je suis sûre de Brutus. Puis il se jeta sur une épée que lui rendit un de ses amis et mourut. Poil de carotte a raison. Je me rappelle même que Brutus stimulait la folie avec de l'or dans une canne. Pardon, sœur, tu t'embrouilles. Tu confonds mon Brutus avec un autre. Je croyais pourtant, je te garantis, que mademoiselle Sophie nous dicte un cours d'histoire qui vaut bien celui de ton professeur au lycée. Peu importe, ne vous disputez pas. L'essentiel est d'avoir un Brutus dans sa famille, et nous l'avons, que grâce à Poil de carotte, on nous envie. Nous ne connaissions point notre honneur. Admirez le nouveau Brutus. Il parle latin comme un évêque, et refuse de dire 2 fois la messe pour les sourds. Tournez-le, vu de face, il montre les taches d'une veste qui les traîne aujourd'hui, et vu de dos, son pantalon déchiré. Seigneur, où s'est-il encore fourré? Non, mais regardez-moi, la touche de poil de carotte Brutus, espèce de petite brute, va. Chapitre suivant, lettre choisie de Poil de carotte à Monsieur le Pic et quelques réponses de Monsieur le Pic à Poil de carotte. De Poil de carotte à Monsieur le Pic, Institution Saint-Marc. Mon cher papa, mes parties de pêche des vacances m'ont mis l'humeur en mouvement. De gros clous me sortent des cuisses. Je suis au lit, je reste couchée sur le dos et madame l'infirmière me pose des cataplasmes. Tant que le clou n'a pas percé, il me fait mal. Après, je n'y pense plus, mais ils se multiplient comme des petits poulets. Pour un de guéri, 3 reviennent. J'espère d'ailleurs que ce ne sera rien. Ton fils, affectionné. Mon cher poil de carotte, puisque tu prépares ta première communion et que tu vas au catéchisme, tu dois savoir que l'espèce humaine ne t'a pas attendu pour avoir des clous. Jésus-Christ en avait aux pieds et aux mains. Il ne se plaignait pas, et pourtant les siens étaient vrais. Du courage, ton père qui t'aime. Mon cher papa, je t'annonce avec plaisir qu'il vient de me pousser une dent. Bien que je n'ai pas l'âge, je crois que c'est une dent de sagesse précoce. J'ose espérer qu'elle ne sera point la seule et que je te satisferai toujours par ma bonne conduite et mon application, ton fils affectionné. Mon cher poil de carotte, juste comme ta dent poussait, une des miennes se mettait à branler. Elle s'est décidée à tomber hier matin, de telle sorte que si tu possèdes une dent de plus, ton père en possède une de moins. C'est pourquoi il n'y a rien de changé, et le nombre de dents de la famille reste le même, ton père qui t'aime.
Mon cher papa, imagine-toi que c'était hier la fête de Monsieur Jacques, notre professeur de latin, et que d'un commun accord, les élèves m'avaient élu pour lui présenter les vœux de toute la classe. Flatté de cet honneur, je prépare longuement le discours où j'intercale à propos quelques citations latines. Sans fausse modestie, j'en suis satisfait. Je le recopie au propre sur une grande feuille de papier ministre, et le jour venu, excité par mes camarades qui murmuraient « Vas-y, vas-y donc !» je profite d'un moment où Monsieur Jacques ne nous regarde pas et je m'avance vers sa chaire. Mais à peine ai-je déroulé ma feuille et articulé d'une voix forte « Vénéré maître !» que Monsieur Jacques se lève furieux et s'écrie « Voulez-vous filer à votre place plus vite que ça ? Tu penses si je me sauve et cours m'asseoir tandis que mes amis se cachent derrière leurs livres et que Monsieur Jacques m'ordonne avec colère « Traduisez la version. » Mon cher papa, qu'en dis-tu ? Mon cher poil de carotte, quand tu seras député, tu en verras bien d'autres. Chacun son rôle. Si on a mis ton professeur dans une chaire, c'est apparemment pour qu'il prononce des discours et non pour qu'il écoute les tiens. Mon cher papa, je viens de remettre ton lièvre à Monsieur Legris, notre professeur d'histoire et de géographie. Certes, il me parut que ce cadeau lui faisait plaisir. Il te remercie vivement. Comme j'étais entré avec mon parapluie mouillé, il me l'ôta lui-même des mains pour le reporter au vestibule. Puis nous causâmes de choses et d'autres. Il me dit que je devrais enlever, si je voulais, le premier prix d'histoire et de géographie à la fin de l'année. Mais croirais-tu que je restais sur mes jambes tout le temps que dura notre entretien et que Monsieur Legris, qui à part cela fut très aimable, je le répète, ne me désigna même pas un siège ? Est-ce oubli ou impolitesse ? Je l'ignore et serais curieux, mon cher papa, de savoir ton avis. Mon cher poil de carotte, tu réclames toujours. Tu réclames parce que Monsieur Jacques t'envoie t'asseoir. Et tu réclames parce que Monsieur Legris te laisse debout. Tu es peut-être encore trop jeune pour exiger des égards. Et si Monsieur Legris ne t'a pas offert une chaise, excuse-le, c'est sans doute que trompé par ta petite taille, il te croyait assis. Mon cher papa, j'apprends que tu dois aller à Paris. Je partage la joie que tu auras en visitant la capitale que je voudrais connaître et où je serai de cœur avec toi. Je conçois que mes travaux scolaires m'interdisent ce voyage, mais je profite de l'occasion pour te demander si tu ne pourrais pas m'acheter 1 ou 2 livres. Je sais les miens par cœur. Choisis n'importe lesquels. Au fond, ils se valent. Toutefois, je désire spécialement la Henriade, par François-Marie Arouet de Voltaire, et la Nouvelle Héloïse, par Jean-Jacques Rousseau. Si tu me les rapportes, les livres ne coûtent rien à Paris. Je te jure que le maître d'études ne me les confisquera jamais. Mon cher poil de carotte, les écrivains dont tu me parles étaient des hommes comme toi et moi. Ce qu'ils ont fait, tu peux le faire. Écris des livres, tu les liras ensuite. Mon cher poil de carotte, ta lettre de ce matin m'étonne fort. Je la relis vainement. Ce n'est plus ton style ordinaire et tu y parles de choses bizarres qui me semblent ni de ta compétence, ni de la mienne. D'habitude, tu nous racontes tes petites affaires. Tu nous écris les places que tu obtiens, les qualités et les défauts que tu trouves à chaque professeur, les noms de tes nouveaux camarades, l'état de ton linge, si tu dors et si tu manges bien. Voilà ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, je ne comprends plus. À propos de quoi, s'il te plaît, cette sortie, sur le printemps quand nous sommes en hiver ? Que veux-tu dire ? As-tu besoin d'un cache-nez ? Ta lettre n'est pas datée, et on ne sait si tu l'adresses à moi ou au chien. La forme même de ton écriture me paraît modifiée, et la disposition des lignes, la quantité de majuscules me déconcerte. Bref, tu as l'air de te moquer de quelqu'un. Je suppose que c'est de toi, et je tiens à t'en faire non un crime, mais l'observation. Mon cher papa, un mot à la hâte pour t'expliquer ma dernière lettre. Tu ne t'es pas aperçu. Quel était en vers ? Chapitre suivant, le toiton.
Ce petit toit où tour à tour ont vécu des poules, des lapins, des cochons, vide maintenant, appartient en toute propriété à Poil de Carotte pendant les vacances. Il y entre commodément par le toiton, car le toiton n'a plus de porte. Quelques grêles orties emparent le seuil, et si Poil de Carotte les regarde à plat ventre, elle lui semble une forêt. Une poussière fine recouvre le sol. Les pierres des murs luisent d'humidité. Poil de Carotte frôle le plafond de ses cheveux. Il est là chez lui et s'y divertit, dédaigneux des jouets encombrants, aux frais de son imagination. Son principal amusement consiste à creuser 4 nids avec son derrière, un à chaque coin du toiton. Il ramène de sa main, comme d'une truelle, des bourrelets de poussière et se cale. Le dos mûr lisse, les jambes pliées, les mains croisées sur ses genoux, gitées, il se trouve bien. Vraiment, il ne peut pas tenir moins de place. Il oublie le monde, ne le craint plus. Seul un bon coup de tonnerre le troublerait. L'eau de vaisselle qui coule non loin de là, par le trou de l'évier, tantôt à torrent, tantôt goutte à goutte, lui envoie des bouffées fraîches. Brusquement, une alerte. Des appels approchent, des pas. Poil de Carotte? Poil de Carotte? Une tête se baisse et Poil de Carotte, réduit en boulette, se poussant dans la terre et le mur, le souffle mort, la bouche grande, le regard même immobilisé, sent que des yeux fouillent l'ombre. Poil de Carotte, es-tu là? Les tempes bosselées, il souffre. Il va crier d'angoisse. Il n'y est pas, le petit animal. Où diable est-il? On s'éloigne et le corps de Poil de Carotte se dilate un peu, reprend de l'aise. Sa pensée parcourt encore de longues routes de silence. Mais un vacarme emplit ses oreilles. Au plafond, un moucheron s'épris dans une toile d'araignée, vibre et se débat. Et l'araignée glisse le long d'un fil, son ventre à la blancheur d'une mie de pain. Elle reste un instant suspendue, inquiète, pelotonnée. Poil de Carotte, sur la pointe des fesses, la guette, aspire au dénouement, et quand l'araignée tragique fonce, ferme les toiles de ses pattes, étreint la proie à manger, il se dresse debout, passionné, comme s'il voulait sa part. Rien de plus. L'araignée remonte, Poil de Carotte se rassied, retourne en lui, en son âme de lièvre, où il fait noir. Bientôt, comme un filet d'eau alourdi par le sable, sa rêvasserie, faute de pente, s'arrête, forme flaque et croupit. Chapitre suivant, le chat. Poil de Carotte l'a entendu dire « Rien ne vaut la viande de chat pour pêcher les écrevisses, ni les tripes d'un poulet, ni les déchets d'une boucherie. » Or, il connaît un chat, méprisé parce qu'il est vieux, malade, et çà et là, pelé. Poil de Carotte l'invite à venir prendre une tasse de lait chez lui, dans son toiton. Ils seront seuls. Il se peut qu'un rat s'aventure hors du mur, mais Poil de Carotte ne promet que la tasse de lait. Il l'a posée dans un coin, il y pousse le chat et dit « Régale-toi ». Il lui flatte l'échine, lui donne des noms tendres, observe ses vifs coups de langue, puis s'attendrit. Pauvre vieux, jouis de ton reste. Le chat vide la tasse, nettoie le fond, essuie le bord, et il ne lèche plus que ses lèvres sucrées. « As-tu fini, bien fini ?» demande Poil de Carotte qui le caresse toujours. « Sans doute tu boirais volontiers une autre tasse, mais je n'ai pu voler que celle-là. D'ailleurs un peu plus tôt, un peu plus tard. » À ces mots, il lui applique au front le canon de sa carabine et fait feu. La détonation étourdit Poil de Carotte, il croit que le toiton même a sauté, et quand le nuage se dissipe, il voit, à ses pieds, le chat qui le regarde d'un œil. Une moitié de la tête est emportée, et le sang coule dans la tasse de lait. Il n'a pas l'air mort, dit Poil de Carotte. Matin, j'ai pourtant visé juste. Il n'ose bouger, tant l'œil unique d'un jaune éclat l'inquiète. Le chat, par le tremblement de son corps,
indique qu'il vit, mais ne tente aucun effort pour se déplacer. Il semble saigner exprès dans la tasse, avec le soin que toutes les gouttes y tombent. Poil de Carotte n'est pas un débutant. Il a tué des oiseaux sauvages, des animaux domestiques, un chien, pour son propre plaisir ou pour le compte d'autrui. Il sait comment on procède, et que si la bête a la vie dure, il faut se dépêcher, s'exciter, rager, risquer au besoin. Une lutte corps à corps. Sinon, des accès de fausse sensibilité nous surprennent. On devient lâche, on perd du temps, on n'en finit jamais. D'abord, il essaye quelques agaceries prudentes, puis il empoigne le chat par la queue et lui assène sur la nuque des coups de carabine si violents que chacun d'eux paraît le dernier, le coup de grâce. Les pattes folles, le chat moribond, griffe l'air, se recroqueville en boule, on se détend et ne crie pas. Qui donc m'affirmait que les chats pleurent quand ils meurent, dit Poil de Carotte. Il s'impatiente, c'est trop long. Il jette sa carabine, cercle le chat de ses bras et s'exaltant à la pénétration des griffes, les dents jointes, les veines orageuses, il l'étouffe. Mais il s'étouffe aussi, chancelle, épuisé, et tombe par terre assis, sa figure collée contre la figure, des yeux, ses deux yeux dans l'œil du chat. Poil de Carotte est maintenant couché sur son lit de fer. Ses parents et les amis de ses parents mandés, en hâte, visitent, courbés sous le plafond bas du toiton, les lieux où s'accroupit le drame. « Ah, dit sa mère, j'ai dû centupler mes forces pour lui arracher le chat broyé sur son cœur. Je vous certifie qu'il ne me sert pas ainsi, moi. » Et tandis qu'elle explique les traces d'une férocité qui plus tard aux veillées de famille apparaîtra légendaire, Poil de Carotte dort et rêve. Il se promène le long d'un ruisseau, où les rayons d'une lune inévitable remuent, se croisent comme les aiguilles d'une tricoteuse. Sur les pêchettes, les morceaux du chat flamboient à travers l'eau transparente. Des brumes blanches glissent au ras du pré, cachent peut-être de légers fantômes. Poil de Carotte, ses mains derrière son dos, leur prouve qu'ils n'ont rien à craindre. Un bœuf approche, s'arrête et souffle, détale ensuite, répand jusqu'au ciel le bruit de ses 4 sabots et s'évanouit. Quel calme! Si le ruisseau bavard ne caquetait pas, ne chuchotait pas, n'agaçait pas autant, à lui seul, qu'une assemblée de vieilles femmes. Poil de Carotte, comme s'il voulait le frapper pour le faire taire, lève doucement un bâton de pêchette, et voici que du milieu des roseaux montent des écrevisses géantes. Elles croissent encore et sortent de l'eau, droites, luisantes. Poil de Carotte, alourdi par l'angoisse, ne sait pas fuir, et les écrevisses l'entourent. Elles se haussent vers sa gorge, elles crépitent. Déjà, elles ouvrent leurs pinces, toutes grandes. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un bouquin assez cruel, hein, que je trouve, de par cet enfant qui subit tout le temps, mais que lui aussi il peut faire subir malheureusement aux animaux. Et voilà, je me doute que c'est pas très apaisant comme histoire. Je lis bien pire si vous saviez. Mais bon, c'est vrai que... Voilà quoi. Mais je poursuivrai la lecture parce que je l'ai promis à un de mes abonnés qui me l'avait demandé. Donc voilà, de temps en temps, vous aurez un petit morceau et les chapitres suivants. Voilà. Je vous fais plein de grands bisous les amis. Plein de gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime. À bientôt les amis. Bye. À bientôt.